Donc, je suis content de recevoir ici pour ce séminaire H37, pour ce nouveau séminaire. Je suis content de recevoir Warren Peset, qui est, comme vous le savez, un grand spécialiste de l'histoire culturelle et intellectuelle carolingienne, qui est maître de conférence à l'Université de Paris-Est-Créteil. Donc Warren a soutenu et publié une thèse importante qui a été publiée dans la collection de Régine Lejean, une thèse intitulée Le virus de l'erreur, la controverse carolingienne sur la double prédestination, essai d'histoire sociale. Euh, donc, je suis content de le recevoir pour nous parler aujourd'hui des Dona Nua carolingiens, carolingiennes. Il va nous Carolingien, préciser tout ça. carolingien. Carolingien, voilà. Donc, je lui laisse immédiatement la parole pour une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure. C'est à voir, c'est à toi de voir, Warren. Quand on aura terminé, on passera alors à la discussion de manière tout à fait décontractée. Donc, je propose que nous y allions sans tarder et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Paul. Donc, je mets en marche le partage d'écran tout de suite. Et mon PowerPoint. Donc, oui, merci beaucoup, Paul, pour ton invitation. Je suis ravi de visiter Louvain virtuellement. Bon, c'est pas exactement comme je l'imaginais, mais c'est quand même très agréable, y compris de voir quelques visages connus sur ces écrans. Alors, je te l'ai déjà dit, mais je renouvelle mes excuses pour ne pas faire un exposé vraiment très philologique qui tranche un peu dans le contexte de ce séminaire en ligne, mais j'espère que vous y trouverez votre compte malgré tout. Alors, les dons annuels. À la toute fin de l'été 868, l'archevêque Hincmar de Reims, que vous connaissez tous, rédige une lettre traitée, les Quaterniones, pour défendre son neveu, l'évêque Hincmar de Laon, contre le roi Charles le Chauve, qui l'accuse d'avoir repris sans justification son bénéfice à un vassal épiscopal nommé Liudolf. Hincmar inflige au roi une longue dissertation sur les bénéfices et précaires concédés par l'Église à la militia secularis, c'est-à-dire aux nobles. Ces bénéfices, dit-il, remplissent dans le monde franc la même fonction que la solde des troupes le faisait dans le monde romain. Ces bénéfices sont le salaire, la rétribution des troupes qui défendent l'Église, et l'Église, par conséquent, concède ces bénéfices à la res publica en guise d'impôts, vectigalia, et Hincmar ajoute, à savoir ce que l'on appelle chez nous les dons annuels, quenobiscum annua dona vocantur. Ce passage d'Hincmar, souvent cité, souvent tronqué, toujours tronqué, parce que c'est une très longue phrase et donc souvent mal interprétée, confronte le lecteur carolingien à un concept, les dons annuels, qui doivent pour Hincmar l'aider à comprendre ce que veut dire vectigalia, c'est-à-dire des impôts auxquels s'applique la célèbre prescription de saint Paul, Romains 13, rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut. Les dons annuels, c'est donc, comme un impôt, un dû des fidèles envers le souverain. Que sont exactement ces dons annuels? Alors pour l'illustrer, je ne vous ai pas montré une représentation des dons annuels puisque nous n'en avons pas, mais je vous ai montré Antiochus IV recevant le butin du temple de Jérusalem. Bon. Tout lecteur des sources carolingiennes a déjà croisé les dons annuels, le plus souvent de manière fugace. Une mention dans les annales royales, dans un diplôme, dans les lettres d'Ouloud Ferrières. Pour savoir de quoi il s'agit, on se reporte au lexicon des Alters et à divers articles ou manuels récents qui leur consacrent toujours un paragraphe ou au moins quelques lignes. Et du coup, selon une définition consensuelle, il s'agit d'offrandes que les fidèles présentent au roi lors de l'assemblée annuelle, qui consistent en marqueurs de statut aristocratique, des bijoux d'or, d'argent, de gemmes, des armes et aussi des chevaux et des harnachements. Dans le cas plus précis des abbayes, en tout cas des abbayes sous tuitio royale et des évêchés, ces dons annuels ont même une nature et un montant fixe, ce qui est attesté par les diplômes royaux. Ils consistent en chevaux et en armes pour les congrégations masculines,
en vêtements pour les congrégations féminines. Mais passé ces généralités, l'historien en quête d'informations ou de réponses à ces questions se heurte à une sorte de mur historiographique. Les dons annuels n'ont clairement pas suscité l'intérêt qu'à mon avis ils méritent. L'historiographie récente, de plus en plus attentive à l'anthropologie du pouvoir, aux dons contre dons et à ce que Timothy Reuter appelait les assembly politics, cite souvent les dons annuels dans lesquels chacun projette un peu ce qu'il souhaite. Janet Nelson, sans que ce soit à tort d'ailleurs, Janet Nelson y voit un don obligé, qui est en réalité une forme de taxation informelle ou déguisée en don, pour ne pas heurter la sensibilité de la noblesse. Timothy Reuter les comparait même à un tribut intérieur, une position relativement extrême, celle des fiscalistes comme Durlia ou Manu Nortier, en parle comme d'un impôt, et pour Manu Nortier, les dons annois sont versés en numéraire, et les cadeaux seraient un petit plus symbolique par-dessus. D'autres, à la sensibilité plus anthropologique, le situent dans une économie du don contre don, avec un roi qui rend, qui fait des contre-dons après avoir reçu les dons annois. Et enfin, Wolfgang Metz, spécialiste du Servitium Regis, considérait qu'il devait s'agir en fait de deux logis paysannes versées au roi, et que les dons annois consistaient donc en volailles, en œufs et en alcool. Nous étions donc relativement loin de l'or, de l'argent, des gemmes, des chevaux et des armes. Donc la constellation historiographique des dons annois est malgré tout assez éclatée. Et le problème est que toutes ces réflexions récentes sur les donas consistent tout au plus en quelques paragraphes ou à une ou deux pages. C'est très court. Bibliographiquement, elles dépendent les unes des autres, en particulier de l'article de Timothy Reuter que j'ai mis, qui est très connu et que j'ai mis en gras ici. C'est un véritable col d'entonnoir historiographique. Et Reuter, quant à lui, tire toutes ces informations, ou presque, de la Deutsche Verfassungsgeschichte de Georg Weitz, qui consacre aux dons annuels 5 pages. Ces 5 pages du milieu du XIXe siècle sont en fait la source de la quasi-totalité de notre historiographie. Or, même en reconnaissant les mérites et même le génie de Georg Weitz, on peut estimer que 5 petites pages n'ont pas épuisé le sujet, non seulement parce qu'elles contiennent certainement des erreurs explicables par les progrès scientifiques, mais aussi parce que l'approche historiographique de l'histoire institutionnelle est maintenant un peu datée. Personne n'a consacré aux dons annois plus que ces 5 petites pages, à l'exception d'Émile Lenne, dans son Histoire de la propriété ecclésiastique, qui a réalisé un inventaire très complet, comme toujours chez Lenne, et comme toujours chez Lenne, il n'est quasiment jamais cité ou utilisé. L'historiographie fonctionne donc plutôt en tunnel entre Weitz et Reuter, ignorant sur son passage Lenne et d'autres auteurs, et aucune publication depuis Lenne, c'est-à-dire depuis les années 20, n'a consacré plus de quelques paragraphes aux dons annois. Voilà qui explique l'imprécision qui règne sur le sujet, alors qu'il y a toute une série de problèmes qui, à mon sens, restent en suspens. Quand apparaissent et quand disparaissent vraiment les dons annuels, et pourquoi surtout? Qui est tenu de présenter les dons annuels? Toutes les églises ou seulement celles qui sont sous tuition royale? Tous les laïcs libres ou bien seulement l'aristocratie? Ou bien seulement ceux qui sont à la tête d'un honor, d'un bénéfice? Pour les laïcs, le montant et la nature sont-ils fixés, comme c'est le cas pour les églises royales? Enfin, quel est le sens, la valeur des donas? S'agit-il d'un cadeau, d'une redevance, d'un impôt? Comment faut-il les interpréter? Quelle est la spécificité des donas dans un paysage carolingien dans lequel on trouve à leur côté les munera, le cens, le tribut, des rédibitiones, des exactions, etc. Comment se déroule concrètement la perception ou la remise des donas? Et pourrait-on hasarder une estimation de la valeur totale des dons et sa place, pour ainsi dire, dans le budget carolingien? Donc voilà beaucoup de problèmes sans réponse. Dans le temps imparti, rassurez-vous, je ne pourrai aborder qu'un nombre limité de ces problèmes, d'autant plus que mon travail sur les donas n'est pas achevé du tout et que je compte fermement sur vos remarques, vos critiques pour m'aider. Il me semble utile de partager avec vous mes réflexions sur 2 sujets, la définition des dons d'un côté et leur naissance, leur date de naissance de l'autre. En effet, le premier problème posé par les donas annois, c'est l'absence de définition canonique,
puisque aucun texte normatif carolingien ne prend la peine de définir précisément ce que sont les donats. Il nous manque une espèce de pierre de touche dans les sources. Autre problème, l'éparpillement de sources, souvent en plus très laconiques, qui se contentent de les mentionner de manière très fugace. Pour définir les dons annuels, on est donc réduit à analyser les caractéristiques communes d'une série d'occurrences que nous avons nous-mêmes rassemblées, et que nous avons nous-mêmes rassemblées en fonction de l'idée préconçue que nous nous faisions des donats. Donc on est en plein cercle herméneutique, un gros mot, vous pouvez aussi dire raisonnement circulaire si vous préférez, puisque la définition et le corpus sont étroitement dépendants l'un de l'autre. À cause de ce biais de méthode, un certain nombre de textes ou de preuves ont été admis dans le corpus des Dona Annua depuis Weitz, des textes, des sources qui en réalité ne concernent sans doute pas les Dona Annua, mais d'autres types de cadeaux aux souverains, les cadeaux de Pâques dont parle Alcuin ou Pascal Radbert, des eulogies, des cadeaux diplomatiques, etc. Il faut résister à la tentation de voir dans tout cadeau au roi des Dona Annua, des cadeaux qui ensuite risqueraient d'influencer notre définition des Dona Annua et de la fausser. Donc pour donner une définition sûre, on a besoin d'un point fixe sur lequel faire levier, ce que j'appelle un noyau significatif, une série d'occurrences cohérentes dont on soit sûr qu'il s'agit des Dona annuels, des Dona Annua, et partir de là pour étudier le sujet en établissant des critères qui permettent d'incorporer ou d'éliminer des occurrences du corpus, et aussi de cartographier les marges de ce corpus et de ce phénomène, c'est-à-dire les lieux, les personnes, les périodes, où la définition des dons annuels est moins assurée, épouse moins la définition du noyau significatif. Donc le premier point de mon exposé sera consacré à trouver ce noyau significatif et à commenter le corpus que l'on peut constituer à partir de ce noyau significatif. Et un deuxième point sera consacré à la naissance des dons annuels. Sont-ils d'origine mérovingienne, comme on le lit parfois, ou bien comme on le lit dans le lexicon de Smith et Alters, par exemple, ou bien naissent-ils avec les Carolingiens, et dans ce cas, quand précisément et pourquoi? Alors, d'abord, définir les dons annuels. Pour définir les dons annuels, il me semble qu'il faut partir du concept lui-même, c'est-à-dire de la formule elle-même de dona annua ou annualia, de son usage, de sa récurrence, en identifiant un complexe de sources où ce concept est associé à une pratique cohérente. Et trouver ce noyau significatif n'est pas très difficile. Entre 827 et 837, les annales royales et leur principale continuation, les annales de Saint-Bertin, mentionnent 8 fois les dona annua, à l'exception des années de 828, 830 et 831. S'ajoutent à cela 2 mentions des dona annua dans la biographie de Louis le Pieux par l'astronome, qui sont directement inspirées des annales royales, et donc on peut se demander si ça vaut la peine de compter 8 ou 10, mais bon, nous y voilà, nous avons, en plein cœur de la période carolingienne, 10 mentions des dona annua, très resserrées, qui prouvent que les dons sont une véritable institution, dont les caractéristiques sont celles que j'ai énumérées à l'écran. Ces cadeaux ne sont jamais, ces dons ne sont jamais appelés munera, mais dona. Le nom ne vient pas seul, il est toujours accompagné de annua ou annualia. Il n'apparaît qu'une seule fois par an. Les donas sont offerts à l'une des assemblées d'été, puisque parfois il y en a plusieurs, entre mai et octobre. Le plus souvent, le sujet de la phrase mentionnant les donas est l'empereur, qui reçoit sous scipere, recipere les donas qui lui sont, précise parfois l'analyste, offerts, oblata. En 833 seulement, ce sont les abbés, évêques et comtes qui sont le sujet de l'action et qui offrent les donas, et c'est sans doute pas un hasard si ça se produit l'année 833, une année dont je n'ai pas besoin de vous dire le contexte. Ces personnages, dans les annales, s'apprêtent à jurer fidélité à Lothaire, et la délivrance des donas est présentée 2 fois comme une coutume, solito more, une fois comme une pratique solennelle, solemni more. Donc ici, les donas annua sont non seulement une coutume bien ancrée, solito more, mais un concept, avec un nom spécifique. Cette définition est d'autant plus crédible qu'elle correspond bien à ce que l'on peut déduire de notre seule source théorique
assez touffu sur la cour carolingienne, le De Ordine Palatii d'Hincmar, dont on sait qu'il s'inspire en grande partie d'un traité disparu d'Adalard de Corbie, peut-être rédigé pour le royaume d'Italie au début du IXe siècle. Le De Ordine Palatii décrit la grande assemblée d'été, lors de laquelle, outre la discussion des décisions politiques, les seniores et minores se réunissent pour donner tous ensemble leurs dons. Propter, dona, generaliter, danda. Ces dons sont qualifiés un peu plus loin de dons annuels de la milice, dona annua militum. Tous les critères sont donc cochés à nouveau, des dons annuels offerts collectivement à l'Assemblée. Ces dimensions, ramassées sur un intervalle de 10 ans, sont une anomalie dans le paysage carolingien. À elles seules, elles représentent la majorité des mentions de dons annuels dans des sources historiographiques. Donc 10%, même pas 10% de la période carolingienne représente plus de 50% des mentions de dona annua dans les sources historiographiques. Donc là, on a clairement quelque chose qui s'assimile à un noyau dur. Et du coup, on peut se demander quelle est la raison d'être de ce noyau dur. Faut-il penser qu'il y a toutes ces mentions des dona annua entre 827 et 837 parce que cette institution est à son apogée? Ou bien y a-t-il au contraire un décalage entre le discours sur les donas et la réalité des donas? Déjà, s'agit-il du trait de style d'un auteur particulier qui aurait choisi d'appeler des cadeaux rituels dona annua et qui donc aurait, pour ainsi dire, une grille lexicale pour décrire ces cadeaux rituels? On peut répondre non de manière assurée. Ces donas, qui semblent canoniques, ne sont pas, pour ainsi dire, l'invention ou le trait de style d'un auteur. Parce que ces mentions de 827 à 837 sont d'au moins 3 plumes différentes. Les annales royales sont sans doute supervisées par Hilduin jusqu'en 829, lorsqu'il tombe en disgrâce. Leur continuation, les annales de Saint-Bertin, donc il tombe en disgrâce en 830, leur continuation, les annales de Saint-Bertin, sont rédigées de 830 à 835 par un auteur qui a des idiocraties très facilement repérables. Par exemple, il appelle l'empereur Dominus Imperator et pas Augustus. C'est peut-être l'archichapelain Foulques. Et ce deuxième auteur est relayé par un troisième auteur en 836, lorsque Drogon est nommé archichapelain, et un nouvel auteur intervient alors, qui est sans doute déjà Prudence de Troyes, qui reste auteur des annales de Saint-Bertin jusqu'à 861. Donc les 8 mentions successives dans les annales des donas entre 827 et 837 sont de 3 auteurs différents. Donc leur cohérence n'est pas un trait personnel, mais c'est un trait qui émane du milieu d'origine de ces annales, qui est la cour. Celle-ci semble donc avoir vraiment élaboré, à partir de 827, un discours, et on pourrait peut-être même oser dire une campagne de communication sur les donas, et vraiment centré sur la figure de l'empereur qui reçoit ces dons. Il est peu probable que ces mentions des donas correspondent à un apogée de l'institution, des dons annuels, comme pouvait le penser Janet Nelson dans son fameux article sur les dernières années du règne de Louis le Pieux, lorsqu'elle écrivait que le Louis le Pieux des dernières années est un roi fort, la preuve, il reçoit régulièrement les dons annuels. À mon avis, c'est tout l'inverse, mais vous verrez tout à l'heure qu'en fait, ça renforce l'argument de Janet Nelson. Ce discours est mis en branle en 827, l'année où Barcelone est assiégée par les Maures, où éclate au grand jour le conflit entre Bernard de Septimanie, Hugues et Madfrid, où ces deux derniers sont déposés, ce qui mène au concile de réforme de 829, et puis il y a les révoltes de 830 et de 833, la guerre civile de 834, la fuite de Lothaire en Italie en 835, la peste de 836. Les dons annuels sont donc mentionnés aux pires heures de l'histoire carolingienne. Inversement, les donas s'évaporent des annales royales au moment même où la situation de Louis se rétablit, de Louis le Pieux se rétablit, c'est-à-dire dans les 3 dernières années du règne, comme l'a bien montré Janet Nelson. 3 années marquées par la réconciliation, ou en tout cas la soumission de Pépin Ier d'Aquitaine avec son père, Louis le Pieux, marquées par le couronnement de Charles le Chauve en 838, et puis par l'accord successoral entre Charles le Chauve, Lothaire, et puis sous la houlette de Louis le Pieux, à Worms en 839. Donc les annales royales mentionnent les donas lors des années les plus précaires et cessent de le faire quand la situation semble véritablement rétablie. Il faut alors, à mon avis, inverser l'argument de Janet Nelson, mais pour le renforcer,
la disparition des dons annuels est un signe que ces dernières années sont un véritable redressement, puisqu'il n'est plus la peine de les mentionner. À aucun moment dans l'histoire carolingienne, une campagne de communication sur les dona annua de cette nature ne s'est reproduite. Elle doit nous alerter sur les risques auxquels on s'expose en interprétant les mentions de dons annuels dans les sources, pour au moins 3 raisons. D'abord, clairement, les dons annuels ne sont pas perçus ou offerts que les années où on les trouve mentionnés dans une source. Donc, également, il faut en déduire que lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans les sources, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas perçus. En 851, par exemple, la chronique de Fontenelle mentionne des dons annuels offerts à Charles le Chauve, alors que les annales de Saint-Bertin, qui sont la grande source proche du pouvoir, n'en disent rien. Même chose en 807 avec les annales de Saint-Amand et les annales royales. Donc il est impossible d'utiliser des arguments a silencio pour parler des dons annuels. Ce n'est pas parce que les sources n'en parlent pas qu'ils n'existent pas. Deuxièmement, la mention des dons dans les annales n'a pas d'interprétation facile ou univoque, comme la mention des dons annuels est un signe de force ou un signe de faiblesse. Peut-être sont-ils mentionnés lorsque l'assemblée est particulièrement fréquentée, ça semble être le cas pour les mentions orchestrées par Hincmar de Reims, puisqu'il en parle lors des plaids de Pitre en 864 et en 868, qui représentent certainement l'apogée du règne de Charles le Chauve. Donc là, on pourrait déduire effectivement de la mention des dons annuels que le roi est en position particulièrement favorable, mais nous avons vu qu'en 827-837, c'est tout à fait l'inverse, puisqu'il faut là lire la propagande sur les dons annuels against the grain, comme disent les anglo-saxons. Donc ce n'est pas facile d'interpréter ces mentions de dons annuels et de comprendre la logique qui préside à leur mise en scène. Et troisièmement, si je reviens à mon problème de cercle herméneutique ou de raisonnement circulaire, dans quelle mesure sommes-nous en train de nous enfermer dans une certaine image des dons, celle des annales et celle du De Ordine Palatii? Voici une frise chronologique de la période carolingienne. Alors, une fois que vous avez vu cette frise, vous avez vu à peu près l'essentiel de ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Bon, on pourrait passer des heures à commenter, peut-être pas des heures, j'exagère, on pourrait passer des minutes à commenter cette frise chronologique. Vous voyez, la chronologie se lit de gauche à droite avec les durées de règne en haut, et donc ça se lit de gauche à droite avec la simultanéité chronologique à la verticale. Et vous avez des mentions de dons annuels marquées par des petits ronds. Chaque rond équivaut à une mention dans une source. Et j'ai classé les sources par catégorie: historiographie, poésie, capitulaire, lettres, diplômes et autres. Ce qui fait en tout une 50aine de mentions des dons annuels à la période carolingienne. J'ai attribué à chacune de ces mentions, donc à chacun de ces ronds, un score de 1 à 5 points, selon qu'elles remplissent les critères que nous avons établis tout à l'heure en lisant les annales de 827 à 837. Donc, des cadeaux faits au roi, que l'on appelle dona, 2 points, que l'on appelle dona plus annua ou annualia, 3 points, qui sont présentés simultanément et collectivement, 4 points, et ceux à l'assemblée d'été, 5 points. Jackpot. Résultat, vous avez une 50aine de points, plusieurs catégories, un fait saute aux yeux. La répartition des points noirs sur ce tableau n'obtiennent les 5 points, ne remplissent les 5 critères que les sources que j'ai mentionnées tout à l'heure, c'est-à-dire les annales royales et le De Ordine Palatii d'Hincmar. La plupart des mentions de dons annuels à l'époque carolingienne n'obtient que 3 points. Dans les diplômes royaux, on n'obtient jamais plus de 3 points, c'est-à-dire qu'il n'est jamais fait référence au caractère collectif et à l'assemblée. De plus, parfois il n'y a que dona, il n'y a même pas dona annua, et donc parfois on ne sait même pas s'il s'agit bien des dons annuels. Dans les lettres de Frotter et de Loup de Ferrières, qui sont donc dans la catégorie des lettres, les dona annua ne sont pas présentés à l'Assemblée, ils sont explicitement envoyés au palais, ce qui est tout à fait différent de ce que disent les annales royales. Et pire, dans le cas de Loup, ils sont envoyés en plein mois de décembre, donc on est aux antipodes de l'Assemblée d'été. Donc si on n'avait pas conservé les annales royales et les annales de Saint-Bertin, on aurait une image radicalement différente de ce que sont les dons annuels, à l'aune quand même de la quarantaine d'autres sources, de sources d'autres types qui en parlent. Donc tout ça suggère déjà
hein, que les dons annuels sont une réalité un peu plus diverse que ne le suggèrent les annales et le De Ordine Palatii. On pourrait évidemment commenter cette image assez longuement, le temps imparti ne le permet guère, donc je m'en tiens à cette conclusion d'étape, et j'en viens à mon deuxième moment, c'est-à-dire la naissance des dons annuels, qui va peut-être nous dire un peu plus, vous en dire un peu plus sur ce qu'ils sont. Le deuxième problème que je vous avais promis d'aborder, c'est la naissance des dons annuels. Le thème, à mon avis, a un petit intérêt, parce qu'il soulève une question finalement transpériode. Comment naît non seulement une pratique ou une coutume, mais une véritable institution liée au pouvoir? Je suis obligé d'aller un peu vite sur un premier point et d'aller à la conclusion, qui est une conclusion facile, qui est qu'il n'y a pas de trace des dons annuels sous les Mérovingiens. Bon. Donc ça, il faut le tenir pour acquis. Et donc, il reste les Carolingiens. Quand apparaissent les dons annuels exactement sous les Carolingiens? Bien, si vous regardez la frise, vous apercevez qu'il y a plusieurs complexes de points, avec des effets de seuil assez nets. Il y a 2 attestations des dons annuels, ou bien de ce qu'on pourrait assimiler aux dons annuels sous Pépin le Bref, mais avec un score faible, de 1 à 3 points. Puis il y a 2 nouvelles mentions dans la première moitié du règne de Charlemagne, avant 800 en tout cas, avec cette fois 3 et 4 points. Puis, soudain, hein, une dizaine d'attestations après le couronnement impérial, toujours à 3 ou 4 points, entre 800 et 814. Bon, donc ces chiffres, ces nuages de points à eux seuls, témoignent d'une genèse progressive avec un effet de seuil très clair après le sacre impérial, c'est-à-dire en plein dans l'effervescence législative qui avait été mise en évidence jadis par François-Louis Gansoff. Mais que faire en fait des 4 mentions antérieures, sous Pépin le Bref, puis avant 800? Que se passe-t-il entre 755 et 800? Est-ce qu'il s'agit bien des dona annua, ou bien y a-t-il un processus de genèse progressive? La plupart des historiens datent la naissance des dons annuels du règne de Pépin le Bref, à partir des 2 sources que vous voyez indiquées sur la frise, les actes du Concile de Vert de 755 et la continuation du pseudo-Frédéguerre. Il faut lire ces sources très attentivement. Le Concile de Vert, dans son canon 6, est, par exemple pour Timothy Reuter, la toute première attestation des dona annua. Or, voici ce que dit exactement ce canon. Je vous lis ma traduction française, mais vous avez le texte latin devant vous. Nous avons décidé qu'aucune abbesse ne se permettra d'avoir 2 monastères, ou bien n'aura la permission de sortir du monastère, excepté pour cause de conflit ou de guerre. S'il est nécessaire de présenter une requête au Seigneur roi ou au synode pour les besoins des monastères, ce sont leurs prieurs ou leurs émissaires qui doivent s'en charger. Et quels que soient les cadeaux qu'elles voudraient envoyer au palais, qu'elles les fassent porter par leurs émissaires. Quale munera ad palatium dare volverint, per missos suos hoc dirigant. Il est ici question de cadeaux offerts par les abbesses au palais. On comprend bien qu'un historien travaillant sur les dons annuels fasse le rapprochement avec les dons annuels. Mais en réalité, les différences sont nombreuses, et à mon avis, trop nombreuses, avec les dona annua, en tout cas les dona annua mainstream du IXe siècle, qui s'imposent donc plusieurs décennies plus tard. D'abord, ces cadeaux sont désignés comme munera, donc on perd déjà 2 points, d'après notre barème de tout à l'heure. Ces cadeaux ne sont ni collectifs ni offerts à l'Assemblée. On perd 2 points de plus, il ne reste plus qu'1 point. Enfin, pour enfoncer le clou, les abbesses sont libres de la nature du cadeau, qu'elles veulent donner. Quale munera dare volverint. La grammaire latine hésitante, presque mérovingienne, de ce texte pose une difficulté de traduction, mais il faut traduire, à mon avis, quale munera volverint par quel que soit le cadeau qu'elle voudrait envoyer. Cette nuance de conditionnel est bien éloignée du caractère strictement obligatoire et fixe des dons des moines et des moniales attestés par la suite. Et ça s'ajoute, bien sûr, aux 4 absences, aux 4 points absents sur 5 que nous avons définis plus haut. Donc tout ce dont parle le Concile de Vert, à première vue, si on oublie le fait qu'il y a des dona annua après, donc si on ne fait pas d'anachronisme ou de téléologie, tout ce dont parle le Concile de Vert, c'est de cadeaux offerts au roi, à la reine et aux dignitaires du palais par des abbesses, qui est une pratique parfaitement attestée sous les Mérovingiens,
Par exemple, la vie de Bathilde au 7e siècle recommande, donc dans la vie de Bathilde, Bathilde recommande au monial de Chelles de visiter le palais et à chaque fois d'offrir des cadeaux au roi, à la reine, au grand, donc au palais, pour tout simplement des raisons de prestige et de maintien du rang, du statut de leur monastère, de leur couvent. Donc, à mon sens, chou blanc, le Concile de Vert ne peut pas être considéré comme la première attestation des dona annua. La deuxième source, très citée également, et depuis le XVIIIe siècle, comme acte de naissance des dona annua, est la continuation du pseudo Frédéguerre. Chapitre 48, relatant la réunion du plaid ou du chant de mai à Orléans en 766. Et une nouvelle fois, je vous lis la traduction française et vous voyez le latin. Pépin le Bref leva toute l'armée des Francs et de plusieurs peuples qui vivaient dans son royaume, vint jusqu'à Orléans, y tint son plaid lors du chant de mai, que le premier il avait instauré au lieu du chant de mars, pour le bien des Francs, et il fut enrichi par les nombreux présents des Francs et des Grands. Multa munera a francis vel proceris suis ditatus est. Cette fois, nous avons progressé incontestablement par rapport au concile de Vert, puisque les munera, les cadeaux, sont associés au plaid, et ils sont remis collectivement. C'est pour ça qu'on a 3 points, et plus 1 point. Mais des différences importantes subsistent avec les dona annua mainstream du IXe siècle. Le terme choisi d'abord est munera, et pas dona. Il n'y a pas de référence à la régularité annuelle ou au caractère coutumier du don, bien au contraire. La mention de ces cadeaux qui enrichissent le roi n'a aucun équivalent dans les années antérieures ou dans les années postérieures, et donc ont plutôt l'air exceptionnelles que coutumières. La formulation elle-même n'est pas la même que dans l'immense majorité des annales du IXe siècle où c'est le roi qui reçoit, suscepit, récipite. Ici, le roi est enrichi. Donc c'est à nouveau une formulation un peu différente. Alors, ces différences n'ont peut-être l'air de rien, mais à mon avis, elles sont très importantes. Parce qu'on est en danger, avec cette source de 766, on est en danger de commettre une espèce de pétition de principe en trouvant juste ce qu'on était allé chercher. Jetons à nouveau un coup d'œil à la frise. Il y a un énorme blanc entre la continuation du pseudo-Frédéguerre et les premières mentions de dona annua dans des sources historiographiques près d'un demi-siècle plus tard. Et surtout, toutes les annales du IXe siècle appellent les dons annuels dona, jamais munera. Les munera de 766 peuvent très bien être d'autres choses que des dona annua. Ça peut être des cadeaux de rencontre, c'est-à-dire ce qu'on offre au roi lorsqu'on le rencontre en personne, comme l'avait dit Bathilde, et comme on continue de le faire au IXe siècle d'ailleurs, quand on va voir le roi, on lui offre un cadeau, en plus des donas. Or, à l'Assemblée, beaucoup de gens rencontrent le roi, donc forcément, on lui fait beaucoup de cadeaux. Attention, bien sûr, je ne suis pas en train de dire que les munera de 766 n'ont rien à voir avec les futurs dons annuels. Mais en matière d'institution, la ressemblance ne signifie pas l'identité, et ici, il y a un absent de taille. C'est le nom de l'institution, le nom du concept, dona annua, et même dona. Je vais revenir sur ce problème-là, le problème du nom, dans un instant. Mais pour l'heure, je conclus sur Pépin le Bref. S'il n'y a en définitive aucune preuve que les cadeaux dont parlent les sources sous Pépin le Bref sont bien les dons annuels que nous avons vus au IXe siècle, son règne représente sans aucun doute un jalon important dans leur genèse, pour plusieurs raisons. Premièrement, en 766, pour la première fois, il est question de cadeaux offerts collectivement à l'Assemblée. Deuxièmement, cette mention de 766 est d'autant plus importante qu'elle émane d'une source commanditée par le cousin de Pépin le Bref, le comte Nibelung. Donc les cadeaux font l'objet d'une grande attention de la part des milieux du pouvoir, de la part de la cour. Et troisièmement, l'essor de ces cadeaux est visiblement lié à l'essor de l'Assemblée elle-même, comme institution de gouvernement, une institution où se produit à la fois la rencontre entre le roi et les fidèles, de l'échange d'informations, délibération, décision, bien sûr, législation avec les capitulaires, justice, concile aussi, encore au 8e siècle, et bien sûr des cadeaux rituels. Et il demeure, et puis d'ailleurs, la première mention du chant de mai est en 761, donc on est juste après, avec ces munera, la naissance de cette assemblée à la carolingienne, qui se différencie du chant de mars mérovingien. Mais il demeure que l'assemblée de 766 n'est pas une occurrence des dons annuels à proprement parler. Et je reviendrai à nouveau là-dessus dans un instant. Regardons à nouveau la frise.
Il n'y a sous Pépin le Bref que 2 occurrences, dont l'une doit être éliminée, c'est le Concile de Vert, et l'autre correspond quand même encore très imparfaitement aux dons annuels. En revanche, sous Charlemagne, vous voyez 2 attestations avant le couronnement impérial, dont une à 4 points. 4 points, on se rapproche du jackpot. Et puis vous avez une salle d'une dizaine de mentions après le couronnement impérial, avec plusieurs fois 4 points. Donc vous comprenez ma thèse, hein, c'est que l'inventeur des Donanois, c'est pas Pépin le Bref, c'est Charlemagne. Bon. À mon sens, la première preuve incontestable de l'existence de dons annuels est le poème irlandais anonyme de Hibernicus Exul. En 787, dans l'un des premiers panégyriques carolingiens conservés, Hibernicus Exul décrit une offrande collective des fidèles au roi. Sa description ressemble à celle de la continuation du pseudo-frais des guerres en 766, mais en apportant des précisions sémantiques décisives, qui prouvent que les dons annuels traversent une phase décisive de formalisation. Je suis ravi que Charles West soit dans la salle virtuelle quand je prononce le mot de formalisation, puisqu'il va m'empêcher de faire n'importe quoi avec. Donc, je lis ma traduction française, et comme d'habitude, vous avez le texte latin sous les yeux. Tandis que les grands révèrent le roi du monde en apportant des dons importants, en énorme quantité, un immense poids d'argent et d'or étincelant, des gemmes aux arêtes serties de métal sacré, des vêtements de pourpre resplendissants de fils d'or, des chevaux écumants aux freins d'or, courbant l'échine sous l'or barbare. Voilà les cadeaux annuels dus au roi sublime, annua sublimi aec debentur munera regi. Dis-moi, Muse Locas, qu'allons-nous rendre ensemble pour ne pas sembler servir le roi pour rien? Je vais directement à l'essentiel dans le commentaire de ces quelques vers, qui sont le début du poème. Donc vous voyez que les dons annuels sont à la place d'honneur. D'abord, Hibernicus Exul est le premier texte à parler de cadeaux annuels, annua. Deuxièmement, il est le premier à les qualifier aussi de dona, et pas seulement de munera. Troisièmement, il est le premier à dire qu'ils sont dus, debentur. Utiliser le lexique du réditif, hein, redemus, lexique de redevance. Donc voilà 3 caractéristiques décisives, puisqu'elles tranchent radicalement avec les mentions précédentes. Il y a encore un fondement sémantique, puisqu'il y a à la fois dona et munera, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un poème, et qu'il faut compter avec la licence poétique et la contrainte métrique. On peut ajouter d'autres remarques. D'abord, ces dons sont visiblement offerts en symbole de vénération, de respect pour le roi, hein, venerare videntur. Cinquièmement, ils sont collectifs, hein, donc il manque la référence à l'assemblée, mais le caractère collectif peut suggérer que c'est bien l'assemblée qui est en train de décrire Hibernicus Exul. Enfin, ils consistent en marqueurs de statut aristocratique, des bijoux, des vêtements précieux, des chevaux. Le lexique n'a donc pas encore la netteté des années 820-830, mais contrairement à 766, voilà munera et dona associés à annua. Et cette description est d'autant plus importante que les donanois sont placés en tête du poème, à la place d'honneur. C'est la preuve, comme en 766, que ces dons font l'objet d'une attention particulière. Alors, je vérifie juste que tout se passe bien dans la salle, parce que comme je vois que mon PowerPoint, je ne peux pas savoir si tout se passe bien. J'ai l'impression qu'il y a toujours des êtres humains. Donc, Tout va bien, tout va bien. Donc, je continue. Dans les années 780-800, une lettre anonymisée, publiée dans les formules de Bourges par Zeumer, évoque à son tour les dons annuels. Une moniale aquitaine promet à sa destinatrice, dans laquelle, à mon avis, on doit reconnaître Gisèle, la sœur de Charlemagne, abbesse de Chelles, elle promet que si Gisèle intercède auprès de son royal frère pour lui obtenir l'abbatiat de Sainte-Croix de Poitiers, elle la comblera de cadeaux, d'une part, et d'autre part, elle enverra en son nom des dona au roi au prochain plaid. Dona domno rege, il faut comprendre regi, hein, le latin ici est abominable, et c'est pas vraiment de l'imparfait non plus, c'est du futur, mais bon, c'est comme ça. Donc dona domno regi, in placito instituto ibidem transmittere non tardabam, c'est-à-dire non tardabo. Donc là, c'est important aussi, puisque pour la première fois, vous avez dona qui est associé à assemblée, et cette source date
de peu avant le couronnement impérial, années 780-790. On note que conformément aux instructions antérieures de Pépin le Bref, les abbesses envoient leurs dons plutôt que se rendre aux plaies pour les remettre. Donc le concile de Vert, chapitre 6, est respecté. Enfin, si je retourne à ma frise, en 800 est franchi un seuil non seulement quantitatif, avec une explosion du nombre de mentions, mais qualitatif. Après 800, il n'est plus jamais question de munera, mais uniquement de dona. Donc dans ce complexe-là de sources, il n'est pas question de munera, mais de dona. La thèse que je défends donc est qu'on ne peut pas parler de dons annuels avant le règne de Charlemagne. Pour autant, les dons annuels ne sont pas sans lien avec les cadeaux dont parle la continuation du pseudo-Frédéguer en 766. On peut considérer les dona annua comme la formalisation de cadeaux rituels antérieurs, une formalisation dans laquelle le palais joue un rôle moteur et dont le moment décisif est l'élimination du lexique des munera au profit de celui des dona, le plus souvent associé à un terme technique supplémentaire, annua ou annoalia. La pratique, maintenant formalisée, devient une véritable institution avec un nom, son nom. Et là, j'entre dans, pour ainsi dire, le dernier volet de ma présentation. De quoi cette formalisation est-elle exactement le nom? Ça veut dire quoi? Donc j'emprunte le concept à Charles West, qu'il a adopté pour la genèse de la société féodale entre 9e et 12e siècle. La formalisation consiste à faire une sélection dans une série d'interactions sociales, de rituels, de pratiques, en fixant à la fois le nombre et le sens ou l'interprétation. Une sélection opérée d'abord par les élites, par le pouvoir. Il me semble que c'est vrai des dons annuels. Il s'agit de la formalisation de pratiques antérieures, de cadeaux offerts lors de rencontres ou envoyés au palais par des nobles ou par des églises, pour ainsi dire pour tenir leur rang. Au terme du processus, ces cadeaux sont devenus une véritable institution. C'est ici que je vais malheureusement vous infliger un petit détour par la linguistique searlienne. Alors, pas plus de 10 minutes, je vous promets, et après c'est terminé, afin d'essayer de vous convaincre qu'en 766, la continuation du pseudo-Frédéguer ne décrit pas encore des dons annuels, afin de vous convaincre également que j'ai bien fait de faire de l'histoire et pas de la philosophie. Qu'est-ce qui fait des dona annua une institution sous Charlemagne alors qu'ils n'en sont pas encore une en 766? Alors, pensons un instant dans notre société moderne à ce qu'est l'État. On peut associer mentalement à l'État beaucoup de choses. Le président, le conseil des ministres, le palais de l'Élysée, ou un peu plus laid, Bercy, la garde républicaine, les arrêtés de nomination, bien sûr, la grille des salaires de la fonction publique, bref, plein de choses. Mais aucune de ces choses n'est l'État. L'État est d'abord un mot, un concept qui ne se résume à aucune des personnes, des lieux, des pratiques qui lui sont associées. Pour que toutes ces choses restent agrégées au concept d'État, il faut que les gens qui participent au périmètre de cet État, donc la nation, acceptent cela, et donc y croient. Dans les termes de la linguistique searlienne, à nouveau, il faut que tout ce groupe en partage l'intentionnalité collective et associe mentalement ces pratiques, ces personnes, ces lieux à l'État en permanence. La même chose vaut, à mon avis, pour les dons annuels. Pour dire qu'ils existent, il faut qu'il existe un concept auquel le monde franc croit, qui est une intentionnalité collective, et il faut que le monde franc lui associe spontanément ces éléments constitutifs, donc des offrandes au roi, remises lors de l'Assemblée, etc. Il faut donc qu'on ait un nom, des règles. Tant que le concept n'est pas apparu pour susciter cette intentionnalité collective, l'institution ne peut pas exister. Ces éléments constitutifs continuent de mener, pour ainsi dire, leur propre existence, associée à d'autres concepts. Alors, je passe un petit peu sur Searle parce que je ne vais pas vous embêter trop non plus, mais je vais à la conclusion, et puis comme ça m'aide à tenir la demi-heure, la grosse demi-heure. Lorsque la continuation du pseudo-Frédéguer parle de munera en 766, elle emploie un concept qui peut être utilisé pour beaucoup d'autres choses que, on va dire, les dons annuels, pour toutes sortes de cadeaux, et même pour autre chose que des cadeaux. Le lecteur du pseudo-Frédéguer, le lecteur carolingien, n'effectue pas mentalement l'assignation de fonctions, pour prendre un gros mot searlien, caractéristique des dons annuels. En lisant munera, il pense à des cadeaux volontaires, il pense à des dons qui attendent un contre-don, il pense peut-être à un pot de vin, à de la corruption, bref, il pense à tout ce qui constitue le champ sémantique des munera. Et la preuve que tout ce champ sémantique est présent, c'est que Charlemagne l'a méthodiquement, sans pitié, éliminé.
au profit du lexique des dona. Après 800, on n'utilise plus munera pour désigner les dons annuels. En changeant de concept, Charlemagne opère en fait une véritable assignation de fonctions. Il forge une intentionnalité spécifique. Les dona annua deviennent une institution précise, une expression qui signifie à elle seule la régularité. Les dona annua, c'est des dona annuels, donc qui ont une rigidité formelle. Le franc des années 800 à qui vous dit dona annua ne pense pas à toute la variété de pratiques et d'objets auxquels pensait le franc de 766 en lisant munera dans la continuation du pseudo-frais des guerres. Il pense à une institution précise avec ses propres règles constitutives. Et je pense que ça, c'est un changement qu'on ne doit pas sous-estimer. L'élimination méthodique du lexique des munera est, à mon avis, quelque chose de spectaculaire. Ce toilettage me semble forcément lié à la campagne de Charlemagne, avec Alcuin et Théodulphe, contre les munera, les cadeaux rituels et autres pots de vin offerts par les subordonnés, par les justiciables, à leur chef ou à leur juge. Charlemagne veut distinguer les dons coutumiers au roi de ces munera suspects. Et en leur donnant un nom, il leur assigne aussi une fonction, un statut précis, dont, pour ainsi dire, le poème de Libernicus Exul est le manifeste. Charlemagne transforme des cadeaux rituels qui pouvaient avoir un sens encore plastique en symbole de respect et de soumission qui est dû à intervalles réguliers par le fidèle à son seigneur et pour lequel est choisi le registre donatif, du donum, utilisé aussi pour les redevances seigneuriales les plus prestigieuses. On sait qu'il y a des paroisses qui donnaient à Saint-Germain-des-Prés un donum d'un cheval par an, un terme donc qui était beaucoup plus approprié que le très suspect munera pour rehausser la dignité du pouvoir royal. C'est pour cela que les dona annua s'inscrivent dans plusieurs sources, dans le servitium regis, donc dans le service dû par les fidèles au roi, un roi auquel, depuis Charlemagne justement, tous les fidèles prêtent un serment de fidélité. Alors il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur les dona, mais je conclus. S'il y a un inventeur des dons annuels, c'est Charlemagne, à mon avis, et non son père. Il faut ajouter les dona à un bilan de ce règne décidément très riche, un bilan qui a été bien mis en valeur ces dernières années par plusieurs bilans ou biographies de Charlemagne, biographies desquelles malheureusement les dona annuels sont très absents. On doit reconnaître à cette vague de travaux récents le mérite d'avoir insisté sur le côté pragmatique de l'exercice du pouvoir. Jennifer Davis parle de patterns of power, plutôt que sur les bonnes vieilles institutions. Cependant, les dons annuels me semblent montrer que Charlemagne a été capable d'imposer aux fidèles une nouvelle institution au service du pouvoir royal, de sa gloire, de son trésor, de son armée, une institution qui devait d'ailleurs lui survivre pendant des décennies. Je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup, Warren, pour cette très belle communication, brillante comme à l'accoutumée. Donc là, tu nous as en quelque sorte révélé, en tout cas moi, tu m'as révélé un aspect des échanges et de la construction des rapports dans le monde carolingien que j'ignorais complètement. Donc là, c'est une superbe communication. Je vais d'emblée ouvrir la parole, ouvrir la discussion, donc laisser la discussion à qui veut la prendre. Donc, si quelqu'un parmi vous a envie de s'exprimer, de poser des questions, qui n'hésite pas. N'hésitez pas aussi à allumer votre caméra. Si vous en avez envie, il n'y a aucun problème pour la discussion. Alors, des questions, remarques ou critiques, là, il ne faut vraiment pas hésiter, voilà. Parce que c'est un travail en cours. Donc, vraiment, je suis très ouvert. Alors, Charles nous disait, mais il peut le dire, il peut s'exprimer aussi lui-même sans problème, ouvrir caméra, micro et tout, il n'y a aucun problème. Charles, nous voulons te voir. Voilà. J'ai écrit la question déjà, mais voilà. Voilà, je t'en prie. Économique avec ces données pour la fiscalité. Alors, merci Charles pour ta question. Je me suis essayé à faire des calculs à partir des mentions
qu'on a de montants. Et on les a pour les monastères et pour les évêchés, pour autant qu'on puisse en tirer des conclusions. On sait que Saint-Gall donnait par an, sous Louis le Germanique, 2 chevaux avec des armes, avec une lance et un bouclier par cheval, que le petit cloître de Rheinau donnait 1 cheval, une lance et un bouclier. Donc ça semble être quelque chose d'assez canonique pour les abbayes de donner 1 cheval, une lance et un bouclier, ou plusieurs chevaux, plusieurs lances, plusieurs boucliers. On sait que Trèves, à la toute fin du IXe siècle, sous Sventibold, donnait une redevance qui, à mon avis, est le descendant de Dona Anua qui avait disparu, qui s'était transformé en droit local, une redevance de 6 chevaux, donc l'évêché de Trèves entier. Et Frotter parle aussi de chevaux, donc pareil, les évêchés, à l'évidence, donnent des chevaux. Et enfin, dernier chiffre, Louis le Pieux, en 830, exempte Noirmoutier de services et de donats en disant qu'il restreint les donats, qui étaient modestes, dit-il, il les restreint à 6 livres d'argent par an. 6 livres d'argent par an. Donc 6 livres d'argent doivent être considérés comme un montant modeste, très raisonnable. Donc en extrapolant là-dessus, donc par toute une série de déductions, on peut estimer que les donats des monastères équivalent au minimum à 200 chevaux, des monastères royaux, parce que pour moi c'est clair que c'est les monastères sous Twitio royal qui paient les donats annois. Donc les monastères royaux paient au roi au moins 200 chevaux par an, ou bien 600 livres. Et là, il y a un petit problème d'ailleurs parce que les deux collent pas ensemble, les deux chiffres collent pas ensemble. Et donc c'est vraiment très minimal comme montant. Si on fait la même chose avec les évêchés, en comptant les 80 diocèses au nord des Alpes, qui ne sont ni en Aquitaine, ni en Provence, ni en Bavière, donc on va dire les diocèses qui fréquentent vraiment la cour, qui dépendent le plus de la cour franque. Et si on leur applique à ces 80 diocèses le chiffre de 6 chevaux, on arrive à peu près 500 chevaux. Donc on arrive à un total de 700 chevaux par an, avec évêques et abbés. J'ai éliminé l'Italie, entièrement éliminé l'Italie du calcul pour l'instant. Et on peut continuer en se disant que les comptes paient les donats, c'est sûr. Un comte a à peu près le statut d'un abbé, puisqu'il reçoit le même per diem qu'un abbé en tant que missus. Donc si on part du principe qu'un comte donne 6 livres par an comme un abbé, et qu'il y a à peu près 300 comtés dans l'Empire carolingien, on arrive très rapidement à un montant vraiment conséquent, plus de 1000 livres, entre 1000 et 2000 livres par an. Si on ajoute à ça les vassaux royaux qui sont plus nombreux que les comtes, mais moins riches, donc qui devaient en fin de compte donner à peu près la même chose, il faut multiplier le chiffre par 2. En bref, dans le budget, ça représente à peu près, à mon avis, un tribut aux Normands. Donc quelque chose entre 3000 5000 livres d'argent par an. Donc c'est un montant conséquent. Et même si tu prends que les chevaux, tu peux calculer que le fisc d'Anap, qu'on connaît par les brevium exempla, le fisc d'Anap, on a la description des chevaux qui sont dans le fisc d'Anap. Le fisc d'Anap verse à la cour 6 chevaux, une petite dizaine de chevaux par an. Donc il faudrait une centaine de fiscs aussi riches que Anap pour fournir au roi carolingien autant de chevaux que les donats annois. Donc ça donne une idée quand même de l'ampleur du phénomène. Donc ça veut dire que ce n'est pas du tout symbolique ou anecdotique. C'est un gros poste du budget carolingien. Très bien. Oui, c'est impressionnant. Je n'imaginais pas en effet que ça joue un rôle aussi important. Mais d'abord, d'autres questions, sinon... oui, Adrien, tu voulais dire quelque chose? Oui, pour rebondir, déjà, merci Warren, c'est intéressant de voir le dossier évoluer au fur et à mesure. Je voulais savoir si tu avais d'autres animaux qui étaient mentionnés à part les chevaux. Et puis, après une réflexion là, plus d'archéologue, c'est étonnant, cette insistance sur les chevaux, ça renvoie aux quelques synthèses qui peuvent exister sur l'archéologie du cheval au Moyen-Âge. Je pense notamment à celle de Luc d'Abrogast, qui date un peu maintenant chez Hérence, et qui montre en fait que la taille au garrot des chevaux n'a pas diminué durant le Moyen-Âge, et c'est une exception notable par rapport aux autres animaux. Donc en fait, visiblement, il y a
une véritable importance. Bon, ça, que le cheval soit important au Moyen-Âge, personne n'en doutait. Mais du coup, c'est intéressant en fait, de voir que c'est aussi un objet de prestige. Et donc, il y a l'intérêt, en fait, quasiment localement, de démultiplier, à mon avis, les pratiques qui sont héritées de l'Antiquité tardive. Et notamment d'avoir des animaux qui ont à peu près 1,40 m, 1,50 m au garrot. C'est véritablement des chevaux de cavalerie. Et du coup, est-ce que tu as d'autres animaux qui sont mentionnés? Merci pour ta question. Alors, je rebondis brièvement sur le cheval, si j'ose dire. On peut dire que, oui, à l'évidence, les Carolingiens, mais ça, je ne suis pas du tout le premier à le dire. Courta l'a dit, Janet Nelson l'a dit, les Carolingiens font en sorte d'aspirer à la cour le plus de chevaux possible. Alors, on suppose généralement que c'est pour alimenter leur cavalerie, la fameuse cavalerie carolingienne. Je pense qu'il faut juste nuancer un tout petit peu cette image. Si c'était juste pour ça, les abbayes féminines, par exemple, offriraient aussi des chevaux. Alors, elles offrent des vêtements. À mon avis, il faut compter aussi avec le fait que le cheval, c'est une liquidité. On peut acheter une maison ou un champ avec un cheval. Donc, quand on voit cheval, lance, bouclier, ça ne veut pas dire forcément armé. Ça veut vouloir dire aussi... c'est une idée que je teste en la partageant avec vous, mais à mon avis, c'est aussi tout simplement une forme de thésaurisation d'accumuler des chevaux. On peut acheter plein de trucs avec des chevaux. Et pour les animaux, oui, absolument. C'est-à-dire qu'on se concentre très souvent sur les chevaux, les bijoux, etc. Mais quand tu lis attentivement, tu t'aperçois qu'il y a aussi de la nourriture, de la boisson, donc des alcools sans doute. Et Dick Will parle de bœufs. Il parle de Armenta Gregesque, il parle d'un bœuf, de bœuf. Donc, il me semble certain que les vassaux royaux les plus pauvres, ou bien les francs libres qui allaient à la cour, n'avaient pas du tout les moyens d'offrir de l'or, de l'argent tous les ans, ou un cheval, c'est quand même très cher. Donc ils offraient ce qu'ils pouvaient, et là, le bœuf est un excellent produit de substitution. Je crois que sa valeur, c'est 4 fois en dessous de celle d'un cheval. Ça vaut quand même nettement moins cher. Donc oui, il y a d'autres animaux. Tu peux compter sur le fait qu'il y a des bœufs, et certainement de la volaille, c'est-à-dire des gens qui vont offrir en don annuel ce qu'ils offrent comme eulogie à leur seigneur, en fait. D'accord. Et tu n'as pas du tout, par exemple, des autres animaux qu'on pourrait rattacher? La fauconnerie, c'est ça. Voilà, tu me vois venir. La ouais, fauconnerie, les chiens aussi. Peut-être, mais j'ai pas vu. D'accord. Non, mais c'est une pure question de curiosité. Peut-être, mais j'ai pas vu. Okay. Merci. Bien. Merci Adrien. Alors, il y a 2 autres questions qui viennent. La première, c'est une question de Nicolas Perrault, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup Paul, et merci beaucoup à Warren pour cet exposé brillant, évidemment. J'aurais une remarque et une question. Alors la remarque, c'est une remarque de méthode toute bête, mais j'ai beaucoup aimé la frise, en fait, qui montre que le problème, ce n'est pas, à mon avis, de faire du quantitatif ou du qualitatif, mais c'est de formaliser, et qu'on arrive toujours à des choses originales quand on formalise en fait le contenu des documents, même si on ne compte pas des grands nombres. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Et ma question, plus précisément, porte sur la logique du don, en fait, parce que le début de ton exposé, tu l'as situé dans cette logique, et à la fin, tu as terminé par la question du servicium aussi. Et donc, le problème, c'est comment tu vois les dona annua s'insérer en fait, dans cette logique du don au sens large. Est-ce que ce n'est pas un servicium, tout simplement, dans le sens où on doit au dominus quelque chose? Et donc, voilà, comment tu vois en fait l'interaction, enfin l'originalité en fait, au-delà de la création lexicale, l'originalité de ce système? Alors, merci, c'est une excellente question, et c'est la question la plus dure à laquelle il faut répondre. C'est, en fin de compte, comment on caractérise les dons annuels dans le système socio-économique carolingien, dans un panel qui va du cadeau à l'impôt. Pour moi, les Carolingiens ont essayé de pousser le curseur du cadeau vers l'impôt, pour le résumer de la façon la plus simple possible. Parce que lorsqu'ils arrivent au pouvoir, il n'y a plus d'impôt direct, hormis des survivances de sens très localisées, et ils ont besoin de ressources désespérément parce qu'ils font beaucoup la guerre, surtout Charlemagne. Donc, les dons sont une manière d'essayer de recréer une forme de taxation directe. Ça, je pense que d'autres l'ont dit avant moi, bien sûr, et je pense qu'ils ont raison. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils font. C'est qu'il y a une espèce de continuité pratique
entre les cadeaux, pour ainsi dire, de rencontres ou de réunions offerts par les grands ou même des moins grands qui se rendent au palais pour voir le roi, les Carolingiens se servent de ces cadeaux en infléchissant progressivement le sens, en faisant un service du roi, parce que le lexème qui est le plus associé en fin de compte aux dons annuels, c'est servir. Les gens offrent ces dons pour servir le roi. Donc je suis parfaitement d'accord avec toi. S'il faut caractériser cette inflexion, c'est avec le terme de servitium. Il transforme les donats en servitium. Alors, est-ce un impôt? C'est difficile à dire. Est-ce un cadeau? Certainement plus au IXe siècle. Mais en tout cas, si on reste dans le champ lexical carolingien, je te suis complètement, c'est service. Et je pense, et effectivement, c'est d'autant plus important que ce terme de servicium ne cesse de se développer en fait jusqu'au XIIe siècle, où il monte vraiment. Bon, il y a un volume de Michel Lowers qui va paraître récemment sur la question du labeur. Et donc là, j'ai fait un petit truc justement sur servicium dedans, enfin autour de servicium en partie. Et donc, oui, je pense que c'est vraiment cette question qui est au cœur du problème. D'ailleurs, c'est amusant, si on recherche l'association du lemme dono avec des redevances qui seraient annuelles et qui reviendraient dans une logique cyclique, on voit que ça se développe plus tard, plutôt 10e, 11e. Donc, en définitive, ce que tu présentes, peut-être ce serait le début, en tout cas le développement d'une logique de plus en plus cyclique autour des services dus au Seigneur. Oui, c'est très rare. Enfin, j'ai cherché, sans doute pas avec les mêmes outils et la même efficacité que ce que tu arrives à faire, mais j'ai cherché aussi des donats dans les polyptyques ou dans des cartulaires. C'est très rare d'en trouver. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu en trouves, comme par hasard, c'est pas du poulet, hein, c'est pas des bouteilles de cidre, c'est des chevaux. Donc, c'est clairement une logique de poupée russe, ou en tout cas de hiérarchisation sociale, où les Carolingiens, en fin de compte, imposent à leurs propres subordonnés, donc aux grands, aux abbés, aux évêques, le même type de rapport de domination que celui qui existe à l'échelle inférieure entre les manants dans un village dont le maire va tous les ans offrir des eulogies à l'abbaye, par exemple, et surtout le vassal envers son seigneur. Où là, on retrouve des dons de cheval, lance, bouclier. Donc, on retrouve vraiment la même sémiologie de la soumission. Mais c'est vrai que c'est encore très rare. C'est un peu embêtant, mais pour moi, parce que je manque d'exemples, mais il y en a. Mais c'est rare. Si tu as des idées à ce sujet, on échangera à ce sujet. Très bien. Il y a une question de Christian Schweitzer qui dit, parce qu'il préfère, mais il peut la poser lui-même, il me dit qu'il préfère écrire la question en français. Donc, en l'an 814, Dicuil utilise parfois le terme dona, parfois munera. Pensez-vous que par munera, il signifie une autre catégorie de cadeaux, ou cela pourrait-il avoir d'autres raisons, par exemple la métrique? Alors, merci pour la question. Qui est difficile parce que le poème de Dicuil de 814, il peut donner envie de s'arracher les cheveux. Il utilise 3 termes différents pour parler de ce qu'il est en train d'offrir. Et concrètement, il offre son traité sur l'astronomie en sorte de substitut. Ça, c'est un topos de ces cadeaux. Le lettré, au lieu d'offrir de l'or comme tout le monde, offre un poème, offre un traité, offre un manuscrit. Donc, c'est ce que fait Dicuil en 814 à Louis le Pieux. Il utilise 3 termes différents, comme vous dites, munera, dona aussi, et il utilise aussi kensus, le sens. Donc la sémantique de la soumission est très large, elle est extrêmement vague, donc c'est compliqué. La métrique joue sans doute un rôle. Moi, ce que je retiens de ce poème, c'est surtout la volonté c'est la volonté de montrer sa soumission. C'est-à-dire qu'il parle de servir, il parle de montrer qu'il est un fidèle, il utilise le terme de sens qui est très lourd. Bon. Donc, à mon avis, ça tire plutôt les donats, si ce qu'il est en train d'offrir est un donum annuum, ce qui n'est pas sûr, mais ce qui est peut-être le cas. Bon. Il l'inscrit dans une sémantique qui est celle de la soumission au pouvoir, et plutôt dans celle du sens, donc d'une forme de servitium, que dans celle des munera, et donc d'une sorte de sémantique du don contre don. Donc voilà plutôt comment j'aurais tendance à interpréter Dicuil, mais Dicuil pose un très gros problème, c'est qu'on sait quand il envoie son poème son poème un 14 mai. Et le 14 mai, c'est exactement entre Pâques et l'Assemblée. Il me semble que c'est 14 mai, vous me corrigerez peut-être, M. Schweitzer, si je dis une bêtise, mais parce que ça, c'est ma mémoire en fin de journée. Bon.
Donc, il l'envoie à un moment qui n'est pas encore l'Assemblée, et il dit qu'on est déjà en train d'offrir les dons, donc il fait partie de ces sources qui semblent montrer que les dons ne sont pas forcément faits exactement à l'Assemblée. Voilà ce que je pouvais dire sur Dick Will. Merci beaucoup. Eh bien, voilà, merci pour cette belle question, cette belle batterie de questions. Est-ce qu'il y a encore d'autres remarques? N'hésitez pas, hein. Une question un peu naïve de non-carolingianiste. Qu'est-ce qui se passe après les Carolingiens? Ce phénomène des donats disparaît de manière... se transforme? Comment est-ce que ça se... Bon, tu as un peu évoqué la chose, mais au-delà, à la période ottonienne. Il faudrait il faudrait un bon quart d'heure, je pense. C'est un sujet très compliqué, et ma réflexion n'est pas arrêtée dessus. Mais on voit clairement le phénomène des donats se dissoudre dès le règne dès les fils de Louis le Pieux. Alors, le coup de massue final, c'est sûr, c'est le déclin de l'Assemblée. À partir du moment où il n'y a plus l'Assemblée, où tout le monde se retrouve pour offrir les donats n'ont plus de raison d'être. Et la dernière mention des donats à Noix, c'est dans des confirmations de diplômes sous Arnulf dans les années 890. Après, il n'y a plus de donats à Noix. Donc, l'institution elle-même, elle meurt avec les Carolingiens, c'est sûr. Après, pourquoi? Donc, disparition de l'Assemblée. Et deuxièmement, il lui est arrivé la même chose qu'au Missatica, c'est-à-dire qu'elle s'est régionalisée. C'est devenu des droits locaux que le roi pouvait percevoir à un autre moment qu'à l'Assemblée. Et ça, c'était l'arrêt de mort des donats. À partir du moment où ils arrêtent d'être perçus à l'Assemblée, ils perdent ce qui faisait leur définition, c'est d'être collectif et offert ensemble. Ils deviennent des droits, la fameuse poussière de droits dont parlait Ferdinand Lott, des droits locaux, qui à ce moment-là vont finir par changer de nom. Donc ils perdurent dans le temps, mais sous un autre nom. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a toujours des diocèses ou des abbayes qui versent un cheval, une lance, un bouclier, mais comme une sorte de sens ou de redevance en échange de la protection au Xe siècle, au XIe siècle. Non, mais ça ne s'appelle plus des donats à Noix. D'accord. Très bien. Merci pour cette tour d'horizon. On a le début, on a la fin. Voilà, c'est ça. Merci de m'avoir permis de faire le coucher de soleil des donats à Noix. Oh, c'est tout à fait fascinant. Donc, il y a probablement encore pas mal d'autres choses à dire. Le rapport, par exemple, avec le religieux, avec les autorités religieuses, et notamment donc comment du côté des autorités religieuses et du côté, en règle générale, de tout ce qui est canonique, comment est-ce qu'on réagit par rapport aux donats Nua? Est-ce qu'il y a un impact? Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'il y a des choses qui... un retour, on va dire, ou plutôt une influence des donats Nua dans la littérature, je sais pas, exégétique, pastorale ou autre? Ou alors c'est quelque chose, ce sont deux mondes totalement différents qui n'ont pas de connexion? C'est vraiment des concepts qui n'ont aucun lien. Avec le monde de la culture, dans ce cas-là, tu veux dire? Oui, le monde de la culture, c'est ça, le monde de la culture, tout à fait. Avec le monde de la culture, non, ils sont vraiment très absents. Tout ce que je peux dire, c'est que Raban-Mort, lorsqu'il commente le premier livre des rois, en décrivant, il y a toute une espèce de grand portrait du règne de Salomon, avec tous les chevaux qu'on offrait à Salomon, la richesse de Salomon, le ferculum de Salomon, tout ça. Bon. Et il y a une mention des cadeaux annuels qu'on offre à Salomon. Et ça, c'est très intriguant parce que ça pose la question dans quelle mesure les Carolingiens ont voulu faire comme Salomon, et se faire offrir des cadeaux. Et la liste des cadeaux offerts à Salomon, on a l'impression que c'est Hibernicus Exul, hein. Des bijoux d'or, de gemmes, d'argent, des chevaux, des armes, c'était la même liste, des vêtements. Et Raban-Mort commente sans faire aucune allusion au contexte contemporain, hélas, mais en disant malgré tout, parce que lui, il réfléchit en exégèse allégorique, donc il élimine tout ce qui est littéral et toc, il le transpose sur le plan moral, c'est-à-dire le rapport du croyant à Dieu, et il dit que les dona Noa, c'est l'obsequium du fidèle envers Dieu. Donc il utilise un terme pour décrire ces cadeaux offerts à Salomon, donc par le fidèle à Dieu, pour ainsi dire. Il utilise un terme qui est celui dont on vient de parler avec Nicolas. Donc spontanément pour lui, les cadeaux annuels, c'est servitium, c'est obsequium, c'est le service du Seigneur. C'est le seul pont que j'ai trouvé
avec la littérature, mis à part, bien sûr, les deux, trois manifestations dans des poèmes de ces Donna Noa, Voilà. mais non, il n'y a pas vraiment de ricochet. Très bien. Voilà, donc Christian Schweitzer nous dit qu'il est, il est ravi je note ça. que tu es là, et il explique qu'il travaille sur une traduction, un commentaire pour le livre. C'est bien. Voilà, mais il y a plus, vous êtes en contact. N'hésitez pas à me contacter aussi si vous voulez qu'on en parle davantage, hein, bien sûr, Christian. Voilà, voilà un bon contact établi, c'est bien. Voilà, on rencontre tout le monde à Louvain. Voilà, à Louvain numérique. Die Welt trifft sich in Louvain. Voilà. Quelque chose comme ça. Mais c'est bien. Écoute, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, on peut clore ici la séance. Je vais encore te remercier pour cette très belle présentation, absolument menée de manière magistrale. Je suis ravi donc, que tu nous aies parlé de ces particularités, ces particularismes carolingiens. Encore merci. Je rappelle à tout le monde, à tous les présents, que le 10 février, c'est Jay Deal qui nous parlera de Priestly Education as Monastic Reform à propos de la culture de l'écrit à Saint-Laurent-de-Liège entre 1090 et 1110. Donc là, ça a évidemment un lien direct avec les travaux de Jay Deal autour de Saint-Laurent, comme vous le savez, hein, qu'il vient d'ailleurs de publier en partie, dont il vient de publier encore un article, à propos duquel il vient encore de publier un article dans Spéculou. Donc là, j'espère que vous serez bien présents et tous aussi enthousiastes. Je vous dis donc à bientôt. Je remercie une dernière fois Warren Peset pour sa très belle intervention. Et moi, je vous remercie aussi. Je vous remercie de votre écoute et de votre patience. C'est avec grand plaisir qu'on t'a reçu et accueilli et qu'on t'a écouté. Et je vous dis donc à très bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous. Et merci encore, Warren.